Bienvenue sur Fréquence Jeune Nation, l'émission qui porte la voix d'une jeunesse enracinée, lucide et prête à tout reconstruire. Ici, pas de compromission ni de soumission, la voix d'une jeunesse radicale. Lorsque le système tombera, nous serons là pour rebâtir sur les solides fondations de la nouvelle révolution nationale. Chaque semaine, des débats tranchants, des analyses sans filtre, des invités qui osent dire ce que d'autres taisent. Si vous en avez assez du mensonge, du renoncement, de la soumission, et que vous croyez à la force de la vérité, du courage et de l'identité, alors cette émission est la vôtre. Fréquence Jeune Nation, c'est plus qu'une radio, c'est un point de ralliement. Connectez-vous, montez le son et entrez dans la lutte. Amis nationalistes, bienvenue dans cette nouvelle émission de Fréquence Jeune Nation, l'émission des jeunes nationalistes, saison 2, épisode 2. Merci pour votre fidélité, merci d'être toujours de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous écouter. Pour cette émission, nous sommes 4 participants, moi-même Bob et mes chers amis. Salut Hilda. Salut Bob, salut à tous les auditeurs, j'espère que tout le monde va bien et en avant. Salut Koba. Bonsoir Bob, bonsoir à tous les auditeurs, j'espère que vous allez bien. Et salut Cédric. Et bonsoir Bob, bonsoir à mes camarades pour cette émission et bonsoir évidemment à tous nos auditeurs. En ce mois de janvier, nous avons entendu parler un peu sur toutes les fréquences radio, sur les journaux télévisés, les sites internet d'information, de la dénatalité. Les Français ont oublié de s'aimer. En 2025, notre pays subit de plein fouet la dénatalité et ce n'est pas un hasard. Depuis des années, on nous martèle à notre jeunesse des peurs préfabriquées, des injonctions artificielles, des récits anxiogènes qui n'ont qu'un objectif, décourager l'élan naturel de fonder une famille. On leur fait croire qu'il faut gagner 10 000 euros par mois, être propriétaire, rouler dans la dernière voiture en vogue pour avoir le droit de faire un enfant. D'autres sont persuadés que la Terre va exploser, que l'homme est un cancer, qu'il n'y aura bientôt plus de place pour voir pousser des marguerites. Certains pensent même que le monde est trop pourri pour être vécu et refusent de transmettre ce qu'ils ont pourtant reçu de plus précieux, la vie. Le point commun de tout cela, c'est un mélange d'égoïsme et de dépression. Et ce cocktail est suicidaire pour notre peuple. Aimer, être aimé, chercher l'amour, fonder une famille, ce n'est pas un archaïsme, c'est la gratitude envers la vie. Si on fait fi de toute philosophie, de toute théorie, de toute religion, notre raison d'être première en tant qu'être vivant, c'est de nous reproduire. L'enfant n'est pas un fardeau. C'est un tremplin vers l'amélioration de soi, une responsabilité qui élève, qui redresse, qui donne un sens. Vive la vie. Cher Koba, toi qui es dans la force de l'âge, j'en suis sûr qu'en tant que nationaliste, tu n'as qu'une seule envie, c'est de trouver la bonne, celle qui t'aime et que tu aimes. Comment est-ce que tu vis tout ça, l'amour Écoute Bob, la question démographique, tu fais bien de la souligner, de la soulever, car c'est vraiment la clé de voûte du combat nationaliste. Parce que c'est bien beau de vouloir défendre les Européens et la race blanche, mais s'il n'existe plus d'hommes et de femmes de cette couleur pour perpétuer cette épopée millénaire, tout ça, c'est des discours creux. Donc, pour que nos auditeurs aient un peu les idées en place, je permets de souligner quand même qu'en 2025, on est rentré dans une phase de basculement démographique. C'est-à-dire que là, on est rentré dans cette phase historique. C'est-à-dire que sur une année, on enregistre plus de décès que de naissances. Alors, l'écart symbolique est de 800, hein, c'est symbolique, mais ça montre bien que là, on est face à un signal d'alerte historique et qu'on est rentré dans un sol naturel négatif. On ne peut pas rester passif et bâtir un foyer blanc, c'est une arme à notre époque. Et c'est vrai que ce que disait Bob tout à l'heure, à savoir que pour les auditeurs qui nous écouteraient, c'est vrai qu'on peut parfois avoir l'idée que pour fonder une famille, il faut avoir beaucoup d'argent, que c'est très inaccessible finalement. C'est pas tout à fait faux quand même, parce que je remarque que c'est quand même compliqué pour quelqu'un qui gagnerait le SMIC, pour un père de famille qui gagne le SMIC, de subvenir aux besoins de sa famille s'il veut que sa femme reste au foyer. Après, bien sûr, de nos jours, les femmes peuvent travailler, ça reste une possibilité qu'il ne faut pas forcément exclure. Et puis, je pense qu'il faut aussi changer de mode de consommation, notamment si on a une famille, apprendre à consommer différemment, apprendre finalement à être moins matérialiste aussi, c'est-à-dire mener une vie plus modeste, mais finalement
finalement on ne possède rien réellement sur cette terre, et posséder moins, c'est souvent posséder mieux et posséder plus. Et en réalité, c'est surtout pouvoir se concentrer sur l'essentiel, et notamment sur ses enfants, sur sa famille, sur son époux. Donc c'est vrai que cette question de l'argent revient souvent. Il est clair que c'est un véritable problème aujourd'hui et qu'il faut apporter une réponse sur le plan politique en tant que nationaliste. Et notamment, c'était pour cette raison que notre mouvement proposait par exemple l'instauration d'un salaire maternel pour les femmes qui restent au foyer, qui décident d'élever leurs enfants, pour leur permettre justement que la question économique ne soit pas un frein. Il y a une expression que vous devez forcément connaître et que nos auditeurs doivent connaître aussi, c'est petit à petit, l'oiseau fait son nid. Alors, d'un point de vue purement matériel, effectivement, c'est plus facile de fonder, enfin de se marier, de fonder une famille, quand on a déjà, si j'ose dire, un petit pécule de côté qui permet d'investir dans un appartement, dans une petite maison. Mais si on attend toujours que les conditions soient optimales pour se marier et faire des enfants, mais en réalité, il n'y a jamais de moment dans la vie où la situation est parfaite. Parce que la vie est un combat, la vie est une succession de tracas. Donc, si vous vous dites, ah bah attends, je vais attendre d'acheter une maison pour pouvoir fonder une famille, bah, vous allez attendre, allez, dans le meilleur des cas, vous allez attendre 35 ans pour pouvoir le faire. Ensuite, vous allez vous dire, ah mais attends, je veux tant d'enfants, donc il faut que j'achète tel véhicule. Et puis, vous allez attendre encore 5 ans pour pouvoir vous payer un véhicule 9 places parce que, évidemment, vous voulez une famille nombreuse. Si la nature vous le permet, en tous les cas. J'ai 6 enfants à l'heure actuelle. J'ai commencé fort jeune. J'ai eu la chance ou la grâce de tomber sur la bonne tout de suite. Moi, je suis un ouvrier. Je travaille, je gagne le SMIC. Après, je suis pas à plaindre, hein. Donc, effectivement, ce sont des contraintes. Ce sont, d'un point de vue matériel, financier, ce sont des contraintes, ce sont des inquiétudes. Le monde dans lequel on vit n'est pas idéal non plus. Donc, on est forcément inquiet en tant que parent, mais reprenez le fil de l'histoire. Si dès qu'il y avait eu une crise quelconque dans un pays ou même au niveau mondial, on avait arrêté de faire des enfants, ça fait très longtemps que l'humanité se serait éteinte. Si on prend l'histoire récente, vous avez par exemple, je sais pas, quand il y a eu Tchernobyl, par exemple. Il y a eu Tchernobyl, le nuage radioactif, alors oui, il s'est arrêté à la frontière, c'est formidable. Bon, tout le monde sait que c'est faux. Mais si les gens avaient arrêté de faire des enfants parce qu'il y avait eu le nuage de Tchernobyl, l'incident de Tchernobyl, bah, c'est bon, il n'y aurait déjà plus personne sur la planète en réalité. Certains sont nés en 1983, il y a eu la crise des missiles Pershing, qui étaient donc des missiles nucléaires américains qui étaient positionnés en Allemagne pour taper sur les Russes. Tout le monde pensait qu'on allait au conflit nucléaire. Bah, si les gens avaient s'étaient inquiétés à ce moment-là, ils n'auraient pas fait d'enfants non plus. Et on peut remonter comme ça dans l'histoire sur toutes les crises qu'on a connues. Donc, attendre des conditions idéales d'un point de vue matériel ou géopolitique pour faire des enfants, c'est une aberration plus déconcertante. Mais en réalité, tout ça, tous ces prétextes qui sont donnés dans la société, ce sont, à mon sens, ni plus ni moins que des excuses pour ne pas être courageux. Parce que, alors on va penser que je me lance des fleurs, mais en réalité, fonder une famille, ça demande du courage. Pourquoi ? Parce que ça demande du courage des gens en amour. Parce qu'il faut, quand on est un homme, il faut trouver une jeune fille, une jeune femme qui puisse justement remplir les critères nécessaires pour fonder un foyer. Ensuite, il faut avoir le courage de s'établir et de travailler tout au long de sa vie, parce que le couple, c'est pas juste on se marie et c'est réglé, c'est un travail de longue haleine. Et ensuite, quand vous avez des enfants, bah, ça demande du courage, parce que chaque enfant est différent, chaque enfant va vous apporter son lot de joie, c'est certain, mais aussi son lot de contrariétés. Il n'y a pas un parent que je connaisse qui n'a pas des soucis avec un de ses enfants. On est dans une société qui est complètement hédoniste et on veut juste profiter au maximum. Quand vous entendez, alors je ne vais pas faire du conflit de génération, mais quand vous prenez les jeunes qui ont 15-18 ans à l'heure actuelle, la majorité c'est « Ah, il faut profiter de la vie, il faut aussi, il faut ça ». Et effectivement, il faut profiter de la vie. Mais profiter de la vie ne veut pas dire en avoir rien à foutre de l'avenir, de ce qui se passe autour de nous. Typiquement, moi j'ai eu mon premier enfant assez jeune, j'avais à peine 20 ans.
J'ai profité de la vie, mais en fait, j'en ai profité différemment que d'autres jeunes du même âge à cette époque-là. Mais j'en ai profité aussi. Et au fur et à mesure qu'ils grandissent, je continue de profiter de la vie. Et ce qui est formidable, c'est que je suis encore à un âge où je peux faire l'andouille avec eux, pour pas dire autre chose, et où je fais plein de choses très intéressantes. Donc en réalité, c'est une fausse excuse de dire la planète va exploser, il y a tel conflit, il y a telle chose, la crise économique, etc. Ce sont juste des excuses pour manquer de courage. Ce week-end à Paris, il y a eu la marche pour la vie. Beaucoup de camarades, de nationalistes se sont réunis de tous les horizons, que ce soit les catholiques, des mouvements politiques, pour défendre la vie de la naissance jusqu'à la mort. Hilda, tu étais présente à cette marche? Oui, oui, j'étais présente, j'y suis presque tous les ans. En tout cas, j'essaie d'y aller presque tous les ans. Je trouve que c'est un événement très important en France, même si on peut toujours avoir un petit retour critique sur l'ambiance un petit peu ballon rose de cette marche, mais ça reste un événement très important en France, puisqu'en fait, c'est le seul événement réellement d'ampleur dans la capitale sur le combat pour la vie et notamment contre l'avortement. Donc c'est très important d'y participer, de rencontrer les personnes qui sont là-bas, qui sont présentes, de pouvoir discuter avec ces personnes-là et faire acte de présence finalement. Donc on était d'ailleurs plusieurs jeunes de notre mouvement à avoir participé. Koba était là lui aussi, il pourra peut-être nous dire combien il y avait de personnes, puisque je suis très peu douée pour estimer le nombre de personnes. J'ai eu l'impression qu'il y en avait un petit peu moins que les années précédentes, mais je ne saurais dire exactement. Donc j'encourage bien sûr les auditeurs à participer à cette marche qui revient chaque année au mois de janvier. Et il y a aussi la marche pour la vie à Lyon qui se tient, qui va bientôt se tenir, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Et pareil, c'est un événement important à Lyon auquel il faut essayer de participer, puisque même si peut-être on voudrait une ambiance peut-être plus agressive finalement dans une telle marche, puisque le combat pour la vie est un combat sacré et est un combat très important, c'est la seule chose qui existe, donc il faut au moins le maintenir, ne pas reculer sur l'existence de ces événements, puisque quand on fait un pas en arrière dans le combat, on n'est jamais sûr de pouvoir réussir si facilement à refaire un pas en avant. Et pour approfondir un peu la réserve vis-à-vis notamment de la marche pour la vie, en fait, je me permettrais de dire que, en fait, cette marche, ces organisations, en fait, illustrent l'un des 2 écueils, des catholiques en politique. Le premier, c'est la rupture folklorique avec, le monde moderne et qui aboutit finalement à considérer, par exemple, la défense de la liturgie tridentine comme un acte politique. Alors c'est très noble, c'est très honorable de défendre, la liturgie tridentine, par exemple sous forme de tractage, mais il y a vraiment cette disjonction entre la foi et la politique. Et l'un des 2 écueils et le deuxième écueil, pardon, qu'on voit avec la Marche pour la vie, c'est le fait de se mettre à la remorque du siècle en termes de méthode et de communication. De mettre, de la musique, de faire brinque-baller les tambours de la techno, de la techno parade, de mettre des ballons roses de partout, pour, faire, conformité avec le siècle. Et moi, je pense que justement, en fait, vouloir s plaire finalement au monde moderne, ça a consenti à être absorbé par le monde moderne. Et on voit que finalement la diminution progressive au fil des années, comme on a pu l'observer, cette année, je pense que ça traduit symptomatiquement, ce genre de phénomène, quoi. C'est vraiment cette disjonction chez les catholiques, entre la foi d'un côté et l'engagement au service de la cité, au service du bien commun de l'autre. Alors on a du mal à articuler, par exemple, la question des lois bioéthiques avec, par exemple, la lutte contre le grand remplacement. Parce que la nature a horreur du vide. Si on ne fait pas d'enfants, et ben, on se fera remplacer par les millions d'Africains qui, eux, débarquent sur notre continent et qui seront 50 de la population européenne dans 30 ans si cela ne change pas. Donc, il y a une question démographique, une question des lois bioéthiques, il y a une question d'immigration. Tout cela s'articule et il faudrait que les catholiques se réveillent, et développent enfin et aiguillent enfin leur conscience politique. Et d'ailleurs, Koba, je sais pas si tu me rejoins, mais j'ai eu la sensation, puisque j'ai quand même pu pas mal circuler dans la marche, puisque j'étais là aussi pour distribuer des tracts cariatides, pour essayer de faire un petit peu de propagande pour notre structure féminine. J'ai tout de même eu l'impression que globalement,
la sociologie des personnes qui étaient là, c'était pas mal de personnes âgées et pas mal de jeunes et assez peu finalement de familles. Il y en avait quelques-unes bien évidemment, mais assez peu de personnes finalement de cet âge intermédiaire qui pourraient pourtant être concernées par la question. Et je pense que c'est peut-être cette population-là qui était moins présente ces dernières années. Alors, je sais pas, peut-être qu'ils sentent moins l'urgence de la situation. Je me pose la question puisque c'est vrai que parfois certains événements en France peuvent conduire les catholiques à se mobiliser en politique, et notamment les pères de famille qu'on peut voir. On avait pu voir ça dans les années 2000, 2012-2013 avec le mariage pour tous. Mais là, il y a un certain désengagement, effectivement, je pense. Mais je ne sais pas si tu me rejoins sur ce point. Mais je te rejoins parfaitement. C'est vrai que la sociologie, de cette manifestation, en fait, ne laisse pas apparaître finalement, les trentenaires, les pères de famille et cetera, qui devraient être engagés justement au service de la cité et qui montrent bien une absence, un manque finalement, dans ce genre d'événements, hein. Oui, d'autant que bon, on critique l'ambiance ballon rose, mais d'un certain point de vue, c'est aussi une manifestation qui, par cette ambiance-là, a un côté assez familial aussi, justement, et qui pourrait encourager, je pense, les trentenaires ou les familles à participer. Bon, après, il y avait quand même des familles qui étaient là et c'était tout à leur honneur. J'ai vu des couples avec des poussettes et des petites têtes blondes, donc c'était très bien et c'était très encourageant aussi. Mais c'est vrai que voilà, une marche pour la vie où on voit beaucoup de personnes âgées et de jeunes qui visiblement n'ont pas encore fondé de famille, c'est dommage aussi d'un certain point de vue, puisque c'est bien de défendre la vie dans la rue. Après, c'est sûr que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est bien aussi de fonder des familles. Donc, on se demande où étaient passés les trentenaires. Je vous rejoins tous les deux en ce qui concerne la marche pour la vie. Effectivement, c'est vrai on peut être assez critique sur l'ambiance. Nous, militants nationalistes révolutionnaires, on est plus partisans des manifestations avec des barricades, des torches et des fourches s'il le faut, que des ballons roses, c'est certain. Mais c'est effectivement, comme disait Hilda, cette manifestation a une importance capitale. Là où moi je serais certainement beaucoup plus sévère que vous, c'est concernant l'engagement des catholiques, et notamment des catholiques traditionnalistes, dans le combat politique, ou plutôt leur absence d'engagement. Leur absence d'engagement, moi, typiquement, j'ai été militant nationaliste avant d'être un catholique attaché à la tradition. Bon, c'est comme ça, c'est la foi, ça ne se discute pas, c'est personnel. Et je me disais, d'un point de vue purement politique, je me disais, bah tiens, dans la tradition, il doit bien y avoir quand même une majorité de gars qui pensent peu ou prou comme moi, mais qui en tous les cas sont cohérents avec la doctrine de l'Église sur le plan politique. Et je me suis rendu compte absolument pas. C'est quand même dramatique. Alors évidemment, il y a quand même des gens, mais il y a quand même des gens qui sont des catholiques traditionnalistes, qui sont politiquement en cohérence parfaite avec la foi catholique, et qui n'hésitent pas à militer, à les manifester. J'en connais, hein, j'en ai dans ma section. Mais étonnamment, ce n'est pas la majorité des croyants, des fidèles, et ils sont dans une incohérence complète entre la doctrine catholique et leur position politique. Disons qu'ils sont pour certains, ils sont dans la théorie du moindre mal, donc ils vont suivre ou Zemmour ou le reniement national. Alors dans les deux cas, déjà, ça colle pas avec la doctrine catholique. Mais ils vont justifier ça en disant oui, mais tu sais, c'est mieux que rien. Et puis notre principal ennemi, c'est l'islamisation de la France. Bon, non, en fait, l'islamisation de la France, c'est pas la cause de nos problèmes sur le territoire national, c'est la conséquence. Typiquement, quand je vois des catholiques qui sont tradis depuis plus longtemps que moi et qui viennent de familles traditionnalistes, qui m'expliquent que le judéo-christianisme prôné par Éric Zemmour, c'est formidable, je vous avouerai que je tousse, et c'est pas à cause du tabac. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Et quand vous en avez d'autres, par exemple, quand il y a eu l'entrée dans la constitution de l'avortement, il y a le député de ma circonscription est au reniement national, et il avait, pour se faire élire, pardon, dragué donc la sphère catholique, et notamment catho-tradi, pour se faire élire. Et moi j'avais dit attention, ce gars-là,
et son parti, ils vont vous la faire à l'envers. Ben, ça n'a pas manqué. Quand il y a eu l'entrée de l'avortement dans la Constitution, ça a été exactement ça. Alors, il n'a pas voté pour, mais par contre, il aurait pertinemment pu ruer dans les brancards et il ne l'a pas fait. Donc, moi, je suis allé voir les paroissiens qui savaient qu'ils avaient voté pour lui. Et je leur ai dit, vous voyez, vous avez voté pour lui, vous lui avez donné votre confiance, lui, il vous a trahi. Et c'est pas surprenant. Et et c'est systématiquement comme ça. Vous avez les catholiques, et notamment dans la tradition, c'est ça qui me choque le plus, qui sont en incohérence totale et qui n'arrivent pas à avoir un positionnement politique qui soit en adéquation avec la doctrine catholique. Et ils ont aussi cette mentalité, pour certains d'entre eux, et quand même une bonne majorité à mon sens, une mentalité qui est très bourgeoise, dans le sens où, bon, tant qu'on nous laisse célébrer la messe dans le rite qu'on veut et qu'on ne nous ferme pas nos écoles, on va trop rien dire parce qu'on est bien, on est confortable, etc. Ça sert à rien de ruer dans les brancards si c'est pour tout perdre. Comme je dis toujours, effectivement, il ne faut pas être kamikaze, mais par contre, faut s'affirmer. Au même titre que la nature a horreur du vide, comme le disait Koba. Pour ne pas se faire grand remplacer, il faut lutter pour le respect de la vie de son commencement à sa fin naturelle. Il faut faire des enfants, mais il faut aussi être présent sur le terrain. Il faut occuper l'espace et dire on est là, on est chez nous, on fait ce qu'on veut et on vous emmerde. Et le souci, c'est que justement par conformisme bourgeois, la majorité des catholiques refusent de s'engager en politique, ou alors lorsqu'ils s'engagent, c'est discrètement pas là où ils devraient être, s'ils veulent être en cohérence avec la doctrine de l'Église et donc la foi qu'ils professent et qu'ils doivent suivre. Pour s'inscrire dans une lutte politique et fonder une famille de manière cohérente, quoi de mieux que la mairie, cette cellule qui fait le bastion de notre quotidien. Au-delà des élections présidentielles, c'est vraiment les élections municipales qui sont le fondement des actions possibles pour tout un chacun. Alors Cédric, j'ai entendu dire que pour les municipales 2026, tu vas tenter l'aventure. Dis-moi un peu comment tout ça va se goupiller, un peu l'envers du décor, si on peut dire, de cette aventure. Alors, c'est vrai que ça peut paraître surprenant pour certains de nos auditeurs de se dire qu'un militant nationaliste qui a en horreur le concept de l'élection, ça peut paraître surprenant effectivement qu'il se présente à une candidature municipale. Alors, bon, d'une part, faisons une précision, je ne suis pas la tête de liste, c'est quelqu'un d'autre en qui j'ai confiance, sinon je ne l'aurais pas suivi, d'une part. Mais c'est quelque chose qui est important et qui est intéressant parce que, si vous voulez, c'est au niveau local, nous avons les moyens d'agir. Et en réalité, quand vous allez à une élection municipale, notamment, moi, typiquement, je me présente dans la commune où j'habite, qui a moins de 6 000 habitants. Alors, ça peut paraître énorme, mais en réalité, c'est pas grand-chose. Vous ne votez pas pour un parti politique, vous ne votez pas pour une doctrine ou pour une idéologie, vous votez pour des gens que vous connaissez. Ça peut être la personne qui va se présenter, ça peut être le boucher de votre village, ça peut être l'éleveur du coin, ça peut être le buraliste ou le fonctionnaire en retraite qui est votre voisin. Et vous votez pour des gens que vous connaissez, que vous pouvez interroger, que vous pouvez interpeller, que s'il y a un truc qui ne va pas et que vous êtes agacé, vous pouvez aller saisir par le col et le secouer et lui dire « Non, mais là, ça ne va pas, vous faites n'importe quoi, il faut vous réveiller. » Donc, c'est pour ça que j'ai accepté de me lancer là-dedans. Alors, j'y apporte toutes mes compétences, aussi modestes soient-elles, mais surtout, j'y apporte la vision, et c'est ça le plus important quelque part, j'y apporte la vision du nationaliste. Quand, vous savez, municipal, ça se prépare en amont et vous avez des réunions avec les gens qui font partie de la liste, avec ceux qui potentiellement seront à la tête de la commune et devront administrer donc la cité. Et des fois, vous avez toujours quelqu'un qui... Les humains sont ce qu'ils sont, ils cèdent facilement à leur passion. Et en tant que nationaliste, vous avez un regard froid. Le nationalisme est une doctrine qui fait fi des passions humaines. Vous devez avoir un regard froid sur les choses pour pouvoir, d'une part, les comprendre, les analyser et dégager les meilleures solutions à appliquer.
Et typiquement, quand vous êtes nationaliste et que vous vous lancez dans une campagne municipale, eh ben, vous appliquez ce principe-là. C'est-à-dire que vous vous en foutez de savoir qu'un tel a volé 4 mètres carrés du près de l'autre en mettant une clôture, ou qu'il y a ceci, qu'il y a cela. En fait, vous n'êtes pas là pour faire de la rivalité entre personnes, vous êtes là pour vous dire, voilà, il y a tel problème qui ne vont pas dans la commune, on s'en fout de quoi appartient à qui, de qui a fait quoi. Nous, ce qu'on veut, c'est régler le problème et agir pour le bien commun et dans l'intérêt de la commune, de la municipalité. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est assez formateur, on va pas se mentir. Alors, de par le militantisme passé que j'avais eu à l'époque, notamment au Front National, quand Jean-Marie Le Pen était encore de ce monde, j'avais déjà une petite expérience de ce que pouvaient être des élections. J'étais moi-même candidat dans le Var pour des élections cantonales du temps de Jean-Marie Le Pen, donc c'était intéressant. Donc j'ai une petite expérience sur le sujet, mais ça reste quand même très formateur sur l'aspect communal, d'une part, parce que vous voyez comment fonctionne une commune. C'est pas si simple que ce qu'on pourrait croire. Et vous en apprenez aussi beaucoup sur l'humain. Et typiquement, ce qui est intéressant, ce qui m'a beaucoup plu avec cette liste sur laquelle à laquelle je participe, c'est que c'est une liste qui, de l'extérieur, de prime abord, peut paraître très hétéroclite. J'ai sur la liste du militaire en retraite comme de l'espèce d'éleveur bobo un peu gauchiste, voire très gauchiste d'ailleurs. Mais vu qu'on est dans un cadre de village, de petite commune, tout le monde se réunit sur une volonté commune d'intérêt du bien commun, et tout le monde arrive à tirer dans le même sens. Donc c'est là qu'on voit que quand on arrive à faire fi des idéologies et des passions humaines, on arrive à avoir, et qu'on a en face des personnes qui sont animées de bonnes intentions et qui arrivent à avoir des arguments, un discours intelligible, intelligent. On arrive à tirer dans la même direction. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui est très intéressant. Je ne me prononcerai pas sur les résultats de cette élection. On m'a proposé des responsabilités très modestes, parce qu'il bon, y a des gens beaucoup plus compétents que moi pour être adjoint dans la mairie. Dans l'absolu, je ne regrette pas mon engagement, même si c'est assez chronophage. Mais c'est vraiment quelque chose de très intéressant, et je pense que partout où c'est possible, un nationaliste, toujours en restant bien entendu en accord avec la doctrine, parce que la doctrine, c'est vraiment la doctrine et le gouvernail de la pensée. Donc, tout en restant en accord avec la doctrine, je pense que tout militant nationaliste a le devoir de s'investir dans des élections municipales, en tous les cas, parce qu'il y a vraiment le moyen d'agir directement sur nos compatriotes. Parce que là, vous êtes vraiment en contact. C'est pas comme quand vous êtes député, sénateur ou autre, où là, vous n'êtes plus du tout en contact avec le reste de la population. C'est là vraiment, quand vous êtes dans un conseil municipal, vous avez vraiment affaire au réel, vous avez affaire aux gens qui viennent vous voir, alors avec des trucs qui peuvent faire sourire, comme par exemple la réfection de telle route, ou tel problème d'écoulement du pluvial, tel problème d'éclairage public. Mais ça reste des choses qui sont vraiment essentielles et qui nous raccrochent vraiment au réel. Et nous, nationalistes, nous sommes attachés au réel. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui est très, très intéressant. Est-ce que toi, Koba, tu serais partant comme ça pour une aventure municipale, faire partie d'une liste? Qu'est-ce qui, toi, tu y verrais comme intérêt pour le combat nationaliste? Ah bah, j'y vois un grand intérêt, parce qu'en fait, la municipalité, la mairie, c'est la première, finalement, la première cellule politique de la nation, hein. C'est vraiment là où on peut faire du champ d'action. Je permets vraiment de dire, et de le dire aux auditeurs, mais on a vraiment beaucoup plus besoin de maires que de députés et de sénateurs. Car sur un échelon local, on peut vraiment faire nombre de choses, que ce soit en termes de services publics de proximité, d'équipements sportifs, de communautés, de centres de loisirs, de bibliothèques. En fait, comme l'a dit Cédric, on est en contact avec le réel, on est en contact avec la population, et à ce niveau-là, on peut vraiment voir s'exercer le démos. Alors évidemment, nous ne sommes pas démocrates, parce que nous contestons, on va dire, la représentativité et toute la logique derrière la démocratie. Mais là où on peut voir finalement l'exercice du démos, c'est bien à l'échelle locale, à l'échelle du village, à l'échelle, de la petite commune. Et pour voir, par exemple, ne serait-ce que l'importance, de la municipalité, heu, à notre heure à l'heure actuelle, il faut voir, par exemple, comment sont enquistés les socialistes, comment sont enquistés, les communistes,
dans les municipalités, même y compris notamment dans le Parti socialiste qui ne représente plus rien à l'échelle nationale, mais de voir comment, notamment en Bretagne, ils sont bien enquistés dans les mairies, ne serait-ce qu'à Nantes, par exemple, hein, les 12 ans de bilan de Johanna Rolland, avec ses fameux 2 une du Point à 12 ans d'intervalle, où il y a encore 12 ans, c'était marqué en gros Paris nous envie, et là on est passé à faut-il quitter Nantes? Voilà, avec toute l'écologie punitive, toute destinée contre les automobilistes, la mort des petits commerces, les centres de migrants qui ont fini de faire du coup du centre-ville et des quartiers centraux de Nantes et de villes comme Rennes finalement des foyers d'insécurité à ciel ouvert. Donc moi je pense que la municipalité est un terrain à prendre. C'est vraiment d'un excellent terrain pour prendre contact avec la population et diffuser nos idées nationalistes. Et donc j'invite aussi tous les jeunes comme moi évidemment à s'investir dans les municipalités aux élections municipales qui approchent. Comme ça fera en plus une bonne expérience en termes politiques de prise de contact avec le réel, parce qu'on en a bien besoin. Sans transition, actualité internationale. Depuis notre dernier épisode, ça n'a pas arrêté de chauffer de partout, et surtout dans un endroit aussi froid que le Groenland. En réalité, c'est la suite logique finalement de la volonté impérialiste américaine, puisque typiquement, les États-Unis ne sont plus en mesure d'avoir une influence au niveau mondial. Ils sont en train de se casser la gueule. Donc, c'est toujours la même logique. C'est plutôt qu'il faut être logique. C'est que lorsqu'on ne peut plus influer au niveau mondial, on se rapproche de sa base. Et donc, là, ils essayent de conserver une influence sur leur secteur géographique. On l'a vu avec, vous en parliez dans la dernière mission, on l'a vu avec le Venezuela. Ils sont en train de rapter les puits de pétrole qui apparemment leur ont été promis il y a 3000 ans. Là, ils sont en train d'essayer de récupérer le Groenland. Alors, il y en a qui sont choqués par le fait que Trump ait dit « Ouais, on veut annexer le Groenland ». Après, il a dit « Oui, on veut acheter le Groenland ». Les gens sont choqués, mais je leur rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça dans l'histoire, Napoléon a vendu la Louisiane française aux jeunes États-Unis d'Amérique. La Louisiane française, pour rappel, pour que les gens se rendent compte de l'immensité du territoire, ça allait des Caraïbes et de la Louisiane actuelle, en passant par tout le centre des actuels États-Unis d'Amérique, jusqu'à la région des Grands Lacs canadiens. Donc typiquement, le fait, alors c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ça peut paraître assez étonnant, mais la vente de territoire à une autre nation, ça s'est toujours fait, ça a toujours existé. Donc là, typiquement, les Américains sont en train d'essayer de repositionner leur zone d'influence au plus près de chez eux. Donc que Trump ait des vues sur le Groenland, comme il l'avait dit qu'il en avait sur le Canada, au demeurant. Ça ne me surprend pas. On sait déjà, l'histoire nous a montré toute l'influence néfaste qu'avaient les États-Unis d'Amérique sur le continent sud-américain. Bon, ça va continuer. Et en gros, c'est soit vous vous mettez au pli et vous servez les États-Unis d'Amérique, soit on viendra prendre ce que vous refusez de nous donner. Donc ils l'ont fait à l'époque avec notamment le Moyen-Orient et je pense particulièrement à l'Irak. Maintenant, vu qu'ils sont plus en mesure de le faire à l'autre bout du monde, ils se recentrent sur leur zone géographique. Et typiquement, on peut penser que vu que les lignes sont en train de bouger au niveau international, il y a un repositionnement en fait des différentes forces sur le plan mondial. On peut pertinemment penser que les États-Unis vont essayer de garder leur zone d'influence sur le continent américain, donc du nord au sud, en prenant le Groenland au passage. De l'autre côté, les Chinois vont essayer d'avoir la mainmise sur l'Asie et sur l'Océanie. Et de l'autre côté, les Russes vont avoir la mainmise sur leur État continent, hein, parce que la Russie, c'est gigantesque, et aussi vont tâcher d'avoir la mainmise sur l'Europe. Alors, quand je dis la mainmise sur l'Europe, ça ne veut pas dire que les chars russes arriveront à Paris. Hein. Il n'y a pas besoin qu'ils viennent, hein, c'est déjà suffisamment le bordel. Qu'est-ce qu'ils auraient à prendre? Je me pose la question, si ce n'est les crackheads. Mais par contre, ils vont essayer d'avoir une influence sur le plan géostratégique. Et donc là, on se retrouve quand même à avoir des propos d'un président d'un pays membre de l'OTAN qui commence à dire non mais qui commence à dire à un de ses alliés non mais je vais prendre ton pays, si t'es pas d'accord, c'est pareil.
Donc bon, l'histoire nous a montré qu'on avait déclenché des guerres pour moins que ça quand même. Ouais, moi je suis d'accord. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, Cédric. Et c'est vrai que c'est pas spécialement étonnant, puisque de toute façon, dès 2019, Trump, il avait déjà, il me semble, fait des propositions en sens au niveau du Groenland. Et en 2020, ils avaient débloqué une aide de 12 millions de dollars pour le Groenland, et il s'était déjà affirmé finalement comme le partenaire indispensable du Groenland. Donc c'est pas spécialement étonnant qu'aujourd'hui il en arrive là, même si c'est vrai que ça fait un peu méthode de cow-boy et que l'homme orange a tout de même une étrange façon de mener la politique extérieure, vu les événements dont on avait déjà parlé dans la précédente émission. Ce que je trouve intéressant quand même dans ce qui se passe au niveau de la politique que mène Trump, c'est que il y a quand même un certain intérêt, et je pense qu'il ne faudrait pas non plus tomber dans un anti-Trumpisme un petit peu primaire, parce que finalement, le Trumpisme actuellement, je pense que c'est au global, c'est quand même assez positif dans ses conséquences. Parce que, quelque part, ce qui est en train de se passer, c'est que c'est la fin de l'Amérique missionnaire, de l'Amérique qui va prêcher les droits de l'homme et la démocratie à tout le monde. Et c'est ce que De Gaulle disait. De Gaulle disait sur les États-Unis que ce n'était que l'Amérique, c'était une puissance, mais que ce n'était pas une nation. Alors là, ce que fait Trump finalement, c'est qu'on dirait qu'il agit davantage comme si l'Amérique était en train de devenir une nation avec ses propres intérêts. Et ces intérêts peuvent être divergents, voire opposés à ceux des Européens ou des Français. Et c'est très possible qu'il le soit, vu ce qui est en train de se passer justement au Groenland. Hein. Mais c'est quand même intéressant, puisque l'Amérique deviendrait finalement une nation qui agit avec ses intérêts et serait plus finalement le chantre du mondialisme et l'apôtre qui essaye d'imposer finalement la démocratie libérale partout dans le monde. Donc je pense que ça a quelque chose d'intéressant. Et ce que tu disais, Cédric, justement, sur l'OTAN, c'est intéressant aussi, puisque en rompant comme ça avec l'ordre mondial, en agissant pour l'Amérique d'abord, quelque part, Trump, il fragilise les structures qui nous asservissent, nous, en tant que nation européenne, et notamment l'OTAN. Puisqu'il va forcément en arriver à une critique, finalement, de l'OTAN, de l'Alliance, des pressions qui l'empêchent de mener ses politiques au niveau du Groenland. Et ça, nous, en tant qu'Européens, ça nous pousse finalement à sortir de la passivité et à définir quels sont nos intérêts et en quoi ils sont divergents justement de ceux des Américains. Et pareil, je pense que ce genre de politique va créer une défiance et même une hostilité entre les États-Unis et l'Union européenne, chose qui va dans notre sens aussi, puisque nous sommes anti-Union européenne. Donc, je pense qu'au global, il y a quand même quelque part des conséquences positives, même si, comme je le disais, l'homme orange et ses méthodes ne sont pas celles d'un nationaliste français ou européen. Je suis partiellement d'accord avec toi, Hilda. Il y a deux choses, par contre, qu'il ne faut pas oublier. D'une part, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Alors, de mémoire, elle est de Clémenceau. Et cette phrase est la suivante. Les États-Unis sont passés de la barbarie à la décadence sans passer par la civilisation. Donc, je me méfie. Et après, tu disais, il faut pas tomber dans un anti-Trump bête et méchant, finalement. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais par contre, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse non plus. C'est-à-dire, il faut pas être bêtement pro-Trump. Parce que typiquement, tu le dis effectivement, ces méthodes de cow-boy qui visent à bousculer l'OTAN sont intéressantes et finalement nous conviennent, puisqu'on est, comme tu le disais, on est forcément opposé à l'OTAN. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les États-Unis, malgré ce qu'on croit en France, ne sont pas nos amis. C'est toujours pareil, les alliances, il faut arrêter de croire que les alliances entre les pays, ce sont des choses qui durent des siècles. Ça, c'est de l'hérésie la plus totale. On peut avoir des intérêts avec une nation quelconque à un instant T et ne plus avoir les mêmes intérêts et rompre des alliances après. Typiquement, Trump agit. Alors tu disais, il est en train peut-être de réussir à en faire une nation. Hein, je synthétise un peu ce que tu disais, et d'agir une sorte de nationalisme américain, même si chez eux c'est un peu particulier. Mais Trump agit pour les intérêts
des Américains et malgré tout de l'État profond américain. C'est pour ça qu'il faut pas être il faut pas être bêtement anti-Trump ni pro-Trump. Il faut le prendre pour ce qu'il est, donc un homme d'affaires qui a toujours réglé ses affaires à la hussarde. C'est le portrait qu'on nous donne systématiquement de Trump. Donc il faut quand même vigilant sur le bonhomme et sur la politique qu'il mène. Mais au même titre, cette critique-là de Trump, on pourrait faire la même pour Vladimir Poutine. Il ne faut pas être pro-Poutine bêtement et ni anti-Poutine bêtement. Il faut prendre l'homme pour ce qu'il est et savoir que le gars agit dans les intérêts de son pays et certainement d'une forme d'État profond aussi qu'il doit y avoir dans la Fédération de Russie. Donc il faut analyser, je reviens à ce que je disais tout à l'heure quand je parlais du municipal, c'est qu'en fait il faut analyser les choses froidement, prendre ce qui est intéressant, prendre ce qu'ils vont apprendre, mettre de côté ce qui n'est pas bon, mais ne pas se laisser berner et céder à ses passions finalement. Parce qu'on a un problème en France, c'est que beaucoup de gens, on parlait de l'homme providentiel avec les élections, mais en fait les gens, la majorité des gens en France, des citoyens français, c'est assez dramatique, mais c'est une réalité, pensent que le salut de la France viendra soit de la Russie, soit des Américains. Sauf qu'en réalité, le salut de la France ne peut venir que de nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que nous, en tant que nationalistes, notre devoir, c'est d'être mesurés dans nos propos, dans nos analyses, et de ne pas se laisser berner comme pourrait se laisser berner Michel à la machine à café ou Jennifer, votre voisine, qui fait du babysitting. Voilà, il faut vraiment garder la tête froide et ne pas se laisser berner dans un sens ou dans l'autre. Nos politiques français qui sont inféodés à l'Union européenne, à l'État profond, et qui veulent constamment que l'Europe soit à la remorque des États-Unis, vont se retrouver de plus en plus décrédibilisés. Et j'espère que ça fera un électrochoc à nos compatriotes et qui comprendront enfin que nos politiques ne sont pas au service de la France, mais qui sont au service de l'État profond, qui sont au service de la finance, qui sont au service d'entités supranationales et de puissances étrangères. Donc, j'ose espérer que la fragilisation de l'Union européenne provoquée, asticotée une fois de plus par Donald Trump, portera ses fruits en ce qui nous concerne. Effectivement, il faudra que nous saisissions la balle au bond, comme on dit, et que nous soyons réactifs lorsque le moment sera venu. Et donc, au sujet de l'Iran, effectivement, un peuple qui a faim, forcément, est un peuple qui se révolte. Tout le monde est certainement au courant que si le peuple se révolte, effectivement, c'est pour des questions de pouvoir d'achat. Mais qui a provoqué la crise, finalement, face à laquelle se trouve l'Iran, ce sont les Américains avec leurs embargos, c'est l'OTAN, l'État d'Israël, et tous ceux qui finalement veulent voir s'effondrer ce qu'on appelle communément le régime des mollahs. Alors là où je suis assez critique finalement, parce que le peuple iranien ait quelques velléités, quelques mécontentements à faire savoir à ses chefs politiques, c'est normal, c'est leur droit le plus absolu, c'est pas un problème. Mais le souci, c'est de voir comment c'est perçu en France. Et le problème, c'est que la majorité des gens en France, de nos compatriotes, ont une vision de l'Iran qui, à mon avis, est complètement faussée. C'est-à-dire que quand vous écoutez les médias conventionnels, RMC, BFM, CNews, qui vous voulez, ils disent constamment, donc l'Iran, c'est le régime des mollahs, les mecs sont des islamistes, ce sont des terroristes, et puis au passage, ils veulent détruire l'État d'Israël, donc crime de lèse-majesté, vouloir se battre contre l'État d'Israël qui leur fout des bâtons dans les roues depuis des décennies, visiblement, c'est un problème. Bon, il ne faut pas oublier une chose, c'est que d'une part, l'Iran, c'est pas l'Algérie, et un territoire comme l'Iran, qui est dirigé par des mollahs, il faudrait m'expliquer à quel point les mecs sont des radicaux musulmans, parce que récemment, ils ont quand même inauguré une station de métro où il y a des peintures gigantesques de la Très Sainte Vierge, la Très Sainte Vierge Marie. Et à ma connaissance, la Très Sainte Vierge Marie n'est pas une sainte en islam. Donc déjà, il y a quelque chose qui ne colle pas, on va dire. Il y a quelque chose d'incohérent. Comment peut-on m'expliquer que le régime politique là-bas est un régime d'islamistes fous qui veulent tuer tout le monde, dont les catholiques, a priori, et que de l'autre côté, ils inaugurent une station de métro qui rend hommage à la Sainte Vierge. Bon, déjà, il y a une incohérence. Et le souci, c'est qu'on a un peu le même problème
toujours pareil, hein, donc dans cette vision qu'ont nos compatriotes, donc les Français, sur l'Iran et ce qui se passe là-bas, c'est qu'ils ont cette même vision que celle qu'ils ont pour les Palestiniens dans le conflit en Palestine occupée. C'est-à-dire que pour eux, en réalité, ils font aucune différence et pour simplifier la chose, les Arabes qui sont là-bas, pour eux, ce sont les mêmes qui les emmerdent ici sur notre territoire national. Ils n'arrivent pas à comprendre que ce sont deux choses différentes. Ils Et que confondent la politique intérieure et extérieure. Oui, et puis en Exactement. plus, admettons qu'on ait que ce prisme d'analyse des choses, tout ce qui nous préoccupe soit l'immigration en France, si l'Iran s'effondre, je pense qu'en plus de ça, en fait, ça va provoquer des vagues migratoires vers l'Europe. Donc, même si on avait que ce prisme de lecture-là, finalement, on ne devrait pas avoir une de telles positions. Et je me permets de dire à nos auditeurs qu'en Iran, contrairement en France, les processions chrétiennes là-bas n'ont pas besoin d'autorisation. Voilà. C'est petite anecdote, République islamique d'Iran versus République maçonnique française. C'est très significatif comme élément. Et puisqu'on parlait de Trump tout à l'heure, c'est vrai que là, il faut critiquer encore une fois Trump, malgré tout, puisqu'il a trahi finalement sa promesse de no more wars, plus de guerre. Finalement, il trahit ici en Iran, puisqu'on sait bien quels sont ses liens avec Netanyahou et quels sont ses liens aussi avec les événements qui se déroulent en Iran et qui n'apporteront rien de bon pour l'Iran. Et il faut aussi remarquer qu'il y a quand même toute une frange de la population iranienne qui a défilé dans des marches de résistance en soutien au régime. Donc, encore une fois, ce n'est pas un régime qui est totalement désavoué par sa population, contrairement à nous en France où on a un Emmanuel Macron qui ne représente vraiment plus personne. Je ne sais pas si il y aurait des marches en soutien à un Macron si on était dans une phase de déstabilisation comme ça, comme en Iran. Je ne pense pas, très sincèrement. Donc, encore une fois, il faut, comme tu le disais, Cédric, il ne faut pas avoir une vision faussée de l'Iran qui n'a ni notre culture, ni notre histoire, ni notre façon d'être au monde. Donc, c'est important de ne pas tout confondre, en effet. Pour approfondir le sujet, je vous invite à vous rendre sur jeunenation.com. Il y a un article en 2 parties très intéressant du 13 janvier, l'opération d'influence israélienne visant à installer Reza Pahlavi comme Shah d'Iran. Et pour le Groenland aussi, un sujet très très bien abouti, un article de fond qui va aux origines du Groenland jusqu'aux enjeux géostratégiques, paru le 7 janvier sur jeunenation.com. Groenland, quel secret et intérêt militaro-stratégique recèlent les glaciers que Trump veut annexer? On a vu aussi à Bruxelles que la gronde des paysans est arrivée à un résultat positif. 18 mois de gel du traité Mercosur. Il faut penser à toute une restructuration de l'agriculture en France, puisque aujourd'hui il y a de véritables problèmes. Et tant qu'on ne sort pas de l'Union européenne et de la concurrence extérieure, c'est la même chose. On se condamne à avoir ces problèmes qui vont revenir. Donc, je pense que c'est une bonne chose, mais je ne pense pas que ce sera suffisant, même pour les agriculteurs, à moyen et long terme. Alors, il y a aussi une chose, effectivement, le Mercosur qui est gelé, bon, c'est reculé pour mieux sauter, hein, les syndicats, quoi qu'on en pense, qui représentent les paysans, ne sont pas dupes non plus, hein, les agriculteurs, quand on parle avec eux, ne sont pas dupes. D'ailleurs, il y avait eu un rassemblement organisé par la coordination rurale 83 qui avait eu lieu à Brignoles, donc dans le Var. Et d'ailleurs que Bob, tu étais venu au nom de Jeune Nation pour Jeune Nation TV, que tu étais venu couvrir. Donc j'invite nos auditeurs à aller voir cette vidéo qui est déjà en ligne et qui permet de voir justement le sentiment qu'ont les agriculteurs sur le sujet. Sur tous ces sujets finalement, donc le Mercosur et d'autres, hein, qui les préoccupent. Et ce qui est intéressant, contrairement aux autres médias, c'est qu'ils ne sont pas interrompus et qu'on n'essaye pas d'aller les mettre dans des directions qu'ils ne veulent pas prendre. Donc, ils ont vraiment une liberté de ton, ce qui fait que c'est un document qui est très intéressant. Donc, j'invite nos auditeurs à aller voir cette vidéo. Et je te remercie, Bob, d'avoir fait le déplacement
jusqu'à Brignoles pour couvrir cet événement. J'étais très très bien accueilli. C'était un bon moment de partage. C'est vrai que c'était très très sincère et ils étaient dignes, calmes. Ils avaient un peu bloqué l'autoroute et puis ils sont revenus après. Et ils ont lancé une action. C'est le je laisse en caisse. L'idée, c'est que lorsqu'on fait nos courses, qu'on prenne toujours un produit qui ne vienne pas de France, donc ça soit de la viande ou des fruits et légumes. Et lorsqu'on arrive à la caisse, on le laisse à la caissière et on lui dit pourquoi. On lui dit ce n'est pas un produit français, moi je consomme français. Et ça va remonter en fait aux oreilles du responsable, du directeur. Ça va congestionner les caisses. Les caissiers vont devoir les emmener en rayon, etc. Et se filmer bien sûr pendant l'action et diffuser au maximum comme ça pour faire un peu pression. Comme les agriculteurs me l'ont dit, c'est vrai qu'on est consommateur. On est dans une société de consommation, donc c'est vrai que par ce geste-là, on peut montrer notre mécontentement de manière très très simple. Merci à tous d'avoir suivi Fréquence Jeune Nation. Suivez notre site jeunenation.com. Vous avez de l'information sur tous les sujets qu'on traite et bien plus. On se retrouve très vite pour un 3e épisode. Et d'ici là, au Lakers. Vous étiez à l'écoute de Fréquence Jeune Nation, la voix des jeunes militants enracinés. Pour écouter toutes nos émissions et suivre nos communiqués, rejoignez notre canal Telegram officiel, @Fréquence Jeune Nation. À partir de ce canal, vous pourrez également rejoindre notre groupe de discussion où vous pourrez laisser vos messages vocaux, questions, suggestions, critiques bienveillantes. Certains messages seront sélectionnés pour passer à l'antenne et nos militants y répondront dans les prochaines émissions. Faites entendre votre voix, participez, engagez-vous. À très bientôt sur Fréquence Jeune Nation.